moi, mon entreprise, qu'est-ce qu'on désire faire pour faire le changement, c'est de... Tous ceux qui votent, majoritairement, sont pas... Au Groupe Loyal, notre mission, c'est de propulser. Je suis pas beaucoup dans le regret. Je suis plus dans l'apprentissage. Je sais que si je quitterais la vie... La véritable valeur de l'équipe, c'est quand ça va moins bien, quand il y a des pépins, quand il y a des défis. Là, on voit de quel bois se chauffent les membres de cette équipe-là. Les entrepreneurs existent pour trouver des solutions aux problèmes, mais l'entrepreneur, il aime être dans le problème jusqu'à temps qu'il trouve cette solution-là. Mais c'est très difficile de trouver la cohérence là-dedans. Moi, je trouve ça ridicule, un taxe de stationnement. Mais j'ai dit à mon concurrent, j'ai dit, soit tu me le vends pour qu'est-ce que ça vaut, ou je dépense le même volume d'argent pour aller chercher ta business. Sur le terrain pendant qu'il parle, je construis pendant qu'il rame. Build my circle like a fortress strong. Only real ones stay for long. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Oh, c'est loyal, loyal. Risk, dream big, hustle every day. We ain't stopping till we lead the way. Bonjour tout le monde, 3e épisode de la table sans filtre. Aujourd'hui, je suis chanceux d'avoir Marc Patry. Certains d'entre vous connaissent peut-être pas Marc, mais vous allez avoir une opportunité d'apprendre qui est Marc Patry, qu'est-ce qu'il fait, puis comment il inspire du monde comme moi pour être un meilleur entrepreneur dans la région. Donc, Marc, bienvenue. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Même si ça me rend très inconfortable, soit dit en passant. Une première pour moi. Je t'invite à te présenter un peu. Certainement, on se connaît quand même, mais pour le bénéfice des auditeurs, je suis entrepreneur à Gatineau depuis plus de 25 ans. D'ailleurs, il me semble que ça fait quelques années que je dis que ça fait plus de 25 ans, donc c'est figé dans le temps. Planificateur financier de formation, j'ai un cabinet de services financiers. J'ai 3 entreprises là, qui ont pignon sur rue à Gatineau, mais évidemment, je ne partage pas mon temps avec ces 3 entreprises-là. Mon entreprise principale qui occupe mon temps au complet, c'est PPTA Services financiers. Donc, un cabinet de services financiers qui se spécialise auprès des gens d'affaires. Je pourrais te traduire ça tout simplement en disant ce qu'on fait dans le fond, finalement, c'est qu'on va accompagner les familles et les dirigeants d'entreprise dans la protection de leur patrimoine, dans la gestion de leur patrimoine, puis dans la transmission de leur patrimoine à des générations futures, par exemple. Donc, tu peux comprendre que la fiscalité est omniprésente dans tout ce qu'on fait. Et j'ai une autre entreprise qui s'appelle Tango Solutions RH, qui, j'ai fait l'acquisition de ça avec ma conjointe, Anne-Marie Proux, que tu connais. Que j'ai hâte d'avoir dans ta chaise. Oui, je pense que c'est une invitation, hein? Ouais. C'est ça? OK, cool. Bref, on a acheté ça en pleine pandémie, une entreprise de ressources humaines. C'était quand même assez spécial comme transaction, sauf qu'on avait une vision bien claire de ce qu'on voulait faire avec ça. Et à l'origine, l'entreprise qu'on a achetée, c'est Barbara Personnel, qui est quand même très bien connue dans la région, qui a été démarrée par une femme dans la fin des années 60. Donc, on peut imaginer que c'était une femme de tête et qui est l'entreprise qui est reprise par une femme de tête, là, qui est ma conjointe depuis. Donc, mon rôle est vraiment un rôle de gouvernance, stratégie, grande orientation, tout simplement, aucunement impliqué dans les opérations courantes. Anne-Marie assure non seulement les opérations, mais la présidence également. Et depuis l'acquisition, en 2020, bien, la vision qu'on avait s'est matérialisée. On pourra en parler si tu veux un peu plus tard. C'est vraiment très enrichissant de tout ce qui se passe avec le monde des ressources humaines en général. Et l'autre entreprise, c'est le restaurant La Squadra, que je suis en copropriétaire. C'est un restaurant italien dans le secteur Hall de la ville de Gatineau, qu'on a ouvert en 2016. On était 6 actionnaires au départ. Là, on est 2. On est peut-être les 2 qui n'ont pas compris que l'industrie de la restauration, c'était pas facile. C'est vraiment difficile. En effet. Donc, ça, c'est les entreprises là, qui occupent mon environnement professionnel, disons. Bien, c'est quand même intéressant de voir ces 3 industries complètement différentes. Mais j'ai une bonne question qui m'est sortie. Puis, tu sais, le but puis l'objectif aujourd'hui, c'est d'inspirer, d'aider à montrer aux entrepreneurs de demain que c'est possible. Comment est-ce que tu trouves ça, être entrepreneur qui a un partenariat avec votre conjointe? Oui. Ben, c'est-tu facile? Ben, en fait, non, c'est pas facile. C'est nouveau aussi, donc c'est une première pour moi.
Et moi, je me plais à dire que dans cette relation qu'on a professionnelle-là, au-delà de notre relation personnelle, évidemment, moi, j'ai investi dans Anne-Marie. Mon investissement, ma motivation de faire l'acquisition de cette entreprise-là est passée avant tout dans les habiletés d'Anne-Marie. Anne-Marie, c'était pas ça. Anne-Marie, c'était beaucoup plus l'entreprise, le secteur d'activité, puis comment est-ce qu'elle pouvait mettre à contribution son expérience, son réseau et ses ambitions professionnelles. Donc, on est dans le même bâtiment, mais on n'est pas dans le même bureau. Donc, au quotidien, on ne se voit pas, là. Alors, souvent, on se retrouve à parler business au souper entre 2-3 affaires, à part des réunions officielles, mensuelles, et ainsi de suite, là. Et ce que je réalise, c'est qu'on a encore, malgré le fait que ça fait 5 ans, là, on célèbre de 5 ans bientôt, on a encore des moments où on va parler business quand c'est pas nécessairement le bon moment. Mhm. Puis ça crée-tu une friction? C'est-tu difficile? Ah, Puis je me permets la raison. Moi, j'ai un rockstar à la maison, un peu style Anne-Marie, là. Jade, c'est une femme incroyable avec beaucoup, beaucoup de qualités et de capacités. Puis je sais que là, on est dans une transition familiale avec 2 jeunes enfants, mais tu sais, j'aimerais beaucoup ça, investir dans une business. Elle souhaite devenir, elle est avocate par pratique, donc peut-être ouvrir un cabinet ou qu'elle devienne partenaire dans un cabinet, mais tu sais, on a toujours, tu sais, on se dit toujours, ah, si on travaillerait ensemble, ça serait extraordinaire. Puis après ça, on dit, mais ouais, nos têtes ouais, vont se frapper ouais, souvent. Donc, ouais. C'est quelque chose que vous contemplez, potentiellement? on aimerait ça, mais je Ouais, pense qu'on a peur de faire ce lancement-là pour justement pas créer de la nouvelle friction qui ouais, pourrait être un peu ouais, difficile. ouais. Donc, y a-t-il des mécanismes que vous Ben, avez mis en place? nous, on s'est dit que la priorité, c'était la famille, le couple et nous deux comme personnes. Donc, c'est facile à dire comme théorie, là, de dire que l'entreprise doit être à notre service et non nécessairement nous au service de l'entreprise. Mhm. Mais dans la pratique, c'est compliqué avec toutes les aléas qui peuvent se produire dans la gestion d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. Fait que l'équilibre est toujours un certain combat ou un défi de tous les jours, là. Mais je te dirais, la règle qu'on s'est donnée, ça s'est fait beaucoup sur le tas. Donc, dans le sens, en apprenant à travailler ensemble, à un moment donné, moi, j'ai beaucoup d'énergie à certains moments dans la journée qui n'est pas son moment à elle du tout. Puis le contraire est aussi vrai. Donc, moi, en fin d'après-midi, soirée, je sens que j'ai encore beaucoup d'énergie à donner. Et elle, c'est très, très tôt le matin. Et moi, je suis un slow starter, comme on dit. Mhm. Donc, Toi, t'es un diesel. exact. Donc, ça c'est certain qu'on a dû s'adapter dans notre niveau de communication, puis comment est-ce qu'on discute de nos affaires. Et moi, qui viens du monde entrepreneurial, j'ai toujours été en affaires, depuis aussi longtemps que je peux reculer. Fait que pour moi, parler d'affaires, parler de sujets qui concernent l'entreprise ou autre, ça ne m'épuise pas. Au contraire, souvent, ça va m'énergiser. Mhm. Et pour moi, c'est 24/7, dans le sens c'est omniprésent, ça fait partie de qui je suis. Anne-Marie est davantage dans des blocs de temps importants, mais c'est un bourreau de travail, puis elle va gonner, si tu me passes l'expression, beaucoup de travail dans des heures de bureau, disons, là. Puis le week-end, elle est capable de décrocher, puis elle a besoin de décrocher pour reprendre où elle a laissé le vendredi, par exemple. Mhm. Donc, on C'est un travaille... talent d'ailleurs d'être capable de décrocher. C'est clair. On disait, on a utilisé cet exemple-là durant le dernier podcast, mais il y a il y a 2 personnes, exemple, dans le forêt qui sont en train de utiliser leur axe pour Ouais. descendre des arbres, mais il y en a un qui n'arrête pas de la journée, puis il y en a un qui part 1 heure à chaque 2-3 heures, puis à la fin de la journée, ils ont le même nombre d'arbres. Puis là, l'autre, il dit, mais comment ça que tu étais capable de faire ça? Ben, il dit, moi, je suis allé aiguiser mon axe. Tu sais, c'est pour ça que je travaille très, très efficace. Ouais. Donc, moi, je suis comme toi. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour que je t'apprécie énormément. Je pense que la mentalité s'approche, dans le sens où que moi, c'est business 24/24, 7/7. Puis même, moi, qu'est-ce qui me donne l'énergie, c'est ça. Tu sais, je dis à ma femme, on pourrait être en train de jaser quelque chose. Je dis, tu sais, des fois, à la place de parler
j'adore mes enfants, là, mais peut-être de parler de quelque chose qu'ils ont fait aujourd'hui, parle-moi d'une idée de business, moi, je vais être Ouais. comme rallumé, là, tu Ouais. sais. So, Ouais. je partage beaucoup ça. Tu De toute vois-tu façon. tes enfants sont encore jeunes, mais tu les vois-tu devenir entrepreneurs? Hon- Potentiellement prendre la relève? Honnêtement, je C'est loin, rêve. peut-être, là? C'est drôle, là, j'ai dit ça aussi dernièrement, mais depuis que j'ai eu... Moi, j'étais un père qui voulait vraiment... je voulais avoir un fils. Puis Dieu m'a donné 2 petites filles. Puis je pourrais pas te dire à quel point je les aime, ces 2 petites filles-là. Sincèrement, ils ont changé. J'ai dit, la première m'a appris d'être un père, puis la deuxième m'a appris d'aimer. Hmm. Je viens d'une famille c'est tous des gars. Moi, mon frère, mon père, son frère, mon grand-père. Tu sais, comme, y a pas on n'a pas eu de filles dans dans notre famille immédiate. Donc, il y avait un manque de chaleurosité, je disais. Ouais. Puis les filles apportent cette chaleurosité-là, selon moi. Puis, comme que sont en train de grandir, comme que je rêve de les voir dans des positions de pouvoir. Puis là, je suis rendu, je vais inviter beaucoup de femmes en pouvoir, donc pour qu'ils peuvent venir inspirer les jeunes femmes de demain, à cause que c'est devenu une passion pour moi d'être capable d'encourager ça à cause de mes filles. Puis Ouais. je veux voir Liana ou Elisa devenir la PDG du groupe Loyal, mais aussi peut-être, si c'est pas au groupe Loyal, peut-être la première femme première ministre du Canada OK, qui OK. serait élue, parce qu'on a déjà eu Je reconnais une. ton niveau d'ambition, là. J'ai des ambitions. Tu sais, souvent, il dit aim for the moon. Moi, je dis aim for the stars, land on the moon, là. J'aime beaucoup cette expression-là, Ouais. parce que, tu sais, pourquoi se limiter? Tu sais, on a toutes Exact. les mêmes capacités, les mêmes Ouais. temps, on peut tout faire qu'est-ce qu'on fait. C'est souvent nous qui mettons nos propres limites, là. 100%. Mm. Mais tu as dit quelque chose, tu as dit je suis un entrepreneur depuis toujours, Ouais. quasiment peut-être depuis que tu es venu au monde. Ben, en fait, c'était pas destiné nécessairement dans mon parcours parce que mes parents, c'est des fonctionnaires. OK. Donc, puis de nature prudente. Donc, je dirais que autant que mes parents, c'est des gens qui sont très aisés financièrement, mais ils ont toujours géré d'une manière très serrée leurs finances. Et moi, c'est quelque chose qui m'a, par la bande, motivé, je pense, à travers les années. Et j'ai eu une enfance extraordinaire, là, j'ai absolument rien à dire. Et il y a quelque chose en moi qui s'est dit, je ne voulais pas me limiter, je voulais avoir plus d'abondance dans ma vie. Bon, le mot est peut-être grand, là, mais je pense que tu saisis un peu ce que je veux dire. Et par la force des choses, autant que mes parents, c'était des fonctionnaires, mon père vient d'une grande famille, là, ils sont 10 frères et sœurs, puis je pense que la majorité d'entre eux sont des entrepreneurs. Et je les voyais aller quand même là, autour de moi, puis je voyais comment est-ce qu'ils agissaient, puis leur entreprise, et ainsi de suite. Puis peut-être que c'est de là que j'ai tiré une certaine inspiration. Mais pour faire ça court, rapidement, moi, je me suis lancé, ne sachant pas trop où aller. J'ai fait ma technique policière du côté de l'Ontario. Je voulais être policier. Et quand je pense à ça aujourd'hui, autant que j'admire énormément cette industrie-là ou ce secteur d'activité-là, c'était pas quelque chose qui était pour moi. Je suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans la routine. J'aime revoir les règles, pas nécessairement les contester, mais je suis toujours en mode amélioration continue. Comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses? Et c'est pour ça que le monde entrepreneurial m'intéressait. Au point où, quand j'ai commencé à appliquer dans différents corps policiers, bien, j'ai vu que la façon dont le recrutement se faisait en Ontario puis au Québec, c'était très différent. Et j'ai voulu partir une entreprise. Là, j'avais 22 ans, pas d'argent, pas de contact, et ainsi de suite. Mais j'ai travaillé là-dessus pendant presque 3 ans. J'ai rencontré la Sûreté du Québec, la police de Hull à l'époque, parce que c'était avant la fusion. Ça trahit mon âge. Et puis, bref, j'ai comme pris goût. Ça m'énergisait beaucoup plus que d'aller étudier ou de me voir comme policier, juste de travailler sur ce projet d'affaires. C'est le challenge. Exact, de créer quelque chose de différent, de créer quelque chose qui n'existe pas. Ça, j'en parle, j'en ai encore des frissons. Juste de penser que je pouvais agir à ce niveau-là, puis d'avoir cette liberté d'action-là, puis de mettre mes couleurs là-dedans, à la base, c'est ça, être entrepreneur. Et ça, bien, ça m'a amené, c'est comme si ça... J'ai décidé de tirer la plug, mais pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, là, quand il est venu le temps de négocier avec l'Académie de police du Québec,
le politique s'est mêlé à ça. Ils m'ont vu comme une menace déjà à cet âge-là. Je trouvais ça flatteur, mais en même temps très épeurant. Mhm. Et ça m'a amené vers d'autres parcours. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai comme pris une décision que je ferais d'une manière ou d'une autre à mon compte. Est-ce que tu penses que le temps, dans ton temps pour devenir entrepreneur, puis aujourd'hui, y a-tu moins ou plus d'opportunités Ah, c'est selon toi? tellement une bonne question, Alex. À l'époque, c'était pas comme connu. Puis ça m'amène, quand mes enfants ont rentré, ma fille, quand elle est rentrée en premier au Collège Saint-Alexandre, j'ai reçu une invitation de participer à une journée carrière. Puis la journée carrière, c'est tous les parents qui peuvent venir parler lors d'une journée pédagogique. Donc, les étudiants c'est libre de participer ou pas, de venir écouter un parent parler de sa profession. Puis je regardais la liste, parce qu'il ne pouvait pas avoir trop du même sujet, et il n'y avait rien en affaires. C'est sûr qu'être physiothérapeute, il y a la technique d'être physiothérapeute, mais il y a aussi être en affaires comme physiothérapeute. Bref, il n'y avait pas cette catégorie-là. Catégorie que j'ai fait ajouter à ce moment-là. Et mon seul objectif, c'était de faire la promotion de l'entrepreneurship. Juste d'exposer aux plus jeunes que c'était une option, c'était une possibilité d'être en affaires. Mais c'est difficile ici, Marc, dans la région de Gatineau. Hein? Bien, il y a beaucoup de fonctionnaires. C'est ça. Par Le défaut, plus à cause du grand territoire. moteur, c'est des fonctionnaires. Exact. Donc, des fois, on sent que les entrepreneurs sont quasiment mal perçus. On parlait de ça. Les fonctionnaires travaillent peut-être moins en équipe avec le secteur privé. Dans les dernières 5 à 10 ans, avec tous les médias sociaux qui ont sorti, les entrepreneurs, c'est devenu plus beau. Mais dans le passé, c'était pas le cas. Non. C'était surtout pas parce que c'était mal vu, c'était méconnu, tout simplement. Puis c'était ça mon objectif originalement, de faire la promotion de l'entrepreneurship un peu partout. J'ai fait à travers le programme de mentorat de la Chambre de commerce de Gatineau, dans lequel je suis impliqué depuis 12-13 ans, j'ai eu à faire des interventions à tous les paliers scolaires, même primaires, qui étaient assez fascinants. Et pour moi, de faire des activités ludiques pour des jeunes, puis en parlant de finances, c'est une manière de commencer à les exposer non seulement à être entrepreneurs, mais à gérer leurs finances personnelles. Et souvent, on apprend ça beaucoup trop tard dans la vie. C'est de moins en moins vrai. L'accès à l'information est beaucoup plus disponible aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Mais bref, je dirais que c'est tout simplement parce que c'était méconnu. Ce serait ça que je te répondrais là-dessus. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils ont autant la possibilité d'être en affaires, ils le savent. On n'a plus besoin de faire ce travail-là. Un peu, l'analogie que je pourrais faire, c'est un peu avec tout ce qui est environnement, le recyclage, le compost et tout le développement durable. Mm-hmm. Je pense qu'on est dans un ère où nos enfants nous ont montré des belles choses au niveau du recyclage, notamment. Ça ne venait pas certainement pas des grands-parents ou de notre génération. C'est les plus jeunes qui sont des moteurs de changement à ce niveau-là. Puis j'ai hâte qu'on arrive à une étape où ça devient ancré. On n'a plus besoin de faire la promotion de ça. Je veux dire, ça fait partie de nous, de notre quotidien. De prendre soin de la planète. Exact. Puis le du climat. D'ailleurs, j'ai participé, je t'en parlais tout à l'heure, mais j'ai participé au sommet du climat Outaouais. Puis on parlait justement, nous, en tant que... Moi, mon entreprise, qu'est-ce qu'on désire faire pour faire le changement? C'est de changer les comportements d'aujourd'hui pour demain. Donc, on a décidé de créer plus d'offres pour les étudiants de la région. Donc, on a rendu dernièrement, on a fait que si tu t'en vas vers une université ou un collège, bien, par l'application de Loyal, c'est 50% de rabais pour aller à l'école. Puis si tu quittes les lieux, c'est 50% pour aller n'importe où d'autre. C'est extraordinaire. Ça, c'est juste pour aider pour retarder un peu le temps Ouais. pour l'achat d'un véhicule. Donc, tu sais, changer les comportements d'aujourd'hui pour que les comportements de demain, c'est nos jeunes
qui vont devenir les citoyens consommateurs de demain. Ouais, exact. Donc, pour nous, c'était la première phase. Mais là, on travaille avec l'UQO puis le Cégep pour trouver d'autres solutions. Donc, Ouais. le taxi partage, le microtransport, le vélo électrique, les trottinettes. On veut créer des navettes entre les pavillons et des résidences. Donc, pour moi, ça, c'était là où ce qu'on voulait attaquer en premier, là, la lutte de climat. La mairesse, durant l'événement, elle a dit quelque chose, c'est la philosophie, c'est la philosophie, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Ouais. Puis là, on est rendu, je pense, à l'action, comme tu dis. Ouais. Donc, je pense qu'on a beaucoup éduqué, on a appris des jeunes, on Ouais. les a écoutés, on a commencé à éduquer, mais là, il faut passer à l'action. Ouais. Puis je dis ça souvent, tu sais, on a parlé dernièrement ils ont créé un taxe, je sais pas c'est quoi ton opinion, là, mais un taxe de stationnement. Moi, je trouve ça ridicule, un taxe de Ouais. stationnement. Il reste juste ça que je pense qu'ils n'ont pas taxé au Canada. Ouais. On a un problème de taxage au Canada. Ben, j'ai une opinion assez simple là-dessus. D'ailleurs, je salue tes initiatives au niveau de la mobilité, puis de rendre ça plus accessible et moins coûteux pour les étudiants. Je trouve que c'est une initiative extraordinaire. Bravo, vraiment. La taxe sur le stationnement, rapidement, oui, je comprends que ça s'inscrit dans un objectif de densification. Je comprends aussi que c'est une décision qui est facile à prendre politiquement parlant parce que c'est populaire. On le sait, il y a beaucoup de fonctionnaires dans la région, donc on se dit, bien, tous ceux qui votent majoritairement ne sont pas impactés par ça. Mais ça, c'est faux. Parce que ceux qui ne travaillent pas au gouvernement travaillent dans des entreprises, dans les PME. Bien, c'est ces PME-là qui sont taxées. Et comme dirigeant d'entreprise, bien, on doit toujours jongler avec les ventes, les revenus, les profits, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, dans une économie où c'est déjà pas mal serré, fondamentalement, ça revient à tous les citoyens, cette taxe-là. Parce que les dirigeants, les propriétaires de bâtiments ou d'entreprises qui sont impactés par ça vont devoir la trouver en quelque part. Est-ce que ça va passer par peut-être un boni que certains employés auraient eu et qui n'auront pas à cause de ça? Donc, je trouve que cette taxe-là, elle est difficile à prendre pour les dirigeants en ce moment qui investissent pour faire rouler l'économie puis faire en sorte que la communauté s'épanouisse puis se développe de belle façon. Mais c'est très difficile de trouver la cohérence là-dedans. Quand on la regarde, quand on l'analyse, qui paye pas, c'est quoi l'intention derrière ça? Qu'est-ce que les promenades de l'Outaouais peuvent faire avec leur stationnement? C'est un centre d'achat, par exemple. Il y en a qui ne sont pas impactés, d'autres qui le sont, puis tu essaies de trouver les raisons pourquoi. Ce n'est pas nécessairement clair. Moi, je pense que cette taxe-là aurait peut-être pu voir le jour, mais aurait fallu peut-être la travailler plus longuement avec tous les acteurs économiques impliqués là-dedans. Je vais te demander une question. Ils ont créé un taxe, mais c'est quoi l'offre qu'ils ont, c'est quoi la demande est encore la même demande. Il n'y a pas de nouveau offre. Ouais. Right? Donc, ils ont créé un taxe, mais on va finir par faire les mêmes comportements parce qu'il n'y a pas un nouveau offre. Ouais. Selon moi, mais je veux dire, je ne sais pas si tu en connais, mais je veux dire, je vais donner un exemple. Moi, je vais utiliser notre bâtisse. On est sur boulevard Labrosse et des Affaires, donc direct à côté de l'autoroute 50. Il n'y a pas d'autobus qui peut amener mes employés au travail. Il n'y a pas un seul autobus. Puis il n'y a même pas un trottoir sur le pont. Donc, à moins 40 ou au moins 30, en février, c'est dangereux pour aller travailler. Ouais. Donc, on va taxer des stationnements, mais on ne va pas créer de l'offre. Pour moi, j'ai pas de problème qu'on taxe s'il y a une façon de changer cette comportement. C'est de l'utilisation, c'est ça. Là, on a l'utilisation de l'auto-solo. On n'a pas assez de runs d'autobus. Puis il n'y a pas d'autres services. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Toi, dans ton secteur, tu es impacté par la taxe? En partie, oui, il y a des secteurs qui sont impactés, effectivement. Moi, sur Maloney, là, près de paiement, cette taxe-là, on parle de 10-12 000 à peu près de plus pour mon bâtiment, qui a une trentaine de stationnements, que je peux pas rien faire. C'est souvent une problématique. Là. J'ai quand même plusieurs commerces dans le bâtiment. Je ne peux pas rien faire d'autre avec ce stationnement-là, à mon sens.
Puis ce qui est bête, c'est souvent, si on veut développer, bien là, on a des barrières au développement au niveau de l'urbanisme et tout. Loin de moi de penser que je suis un expert au niveau de l'urbanisme ou Tu es en train d'ouvrir une porte à une canne, une canne de verre, hein? canne de verre comme Ouais, c'est mais là, c'est très, Marc. très compliqué ici à Gatineau. Je te le dis, Marc, là, Ouais. si tu veux me laisser aller, là, ça, c'est un sujet. Là. Ben, moi, j'aimerais bien ça partager certaines informations parce que quand on a acheté ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qui était détenu par un regroupement, c'était la CREO, le Conseil régional des élus de l'Outaouais qui détenait ce bâtiment-là. OK. Quand les CRE ont été abolis, ben ce bâtiment-là a dû être mis en vente, puis nous, on est arrivé au bon moment, puis on en a fait l'acquisition. Pour s'apercevoir qu'il y avait eu, là, qui gère ça? Bien, le maire de l'époque, les préfets, en Outaouais, là, que ça sort de la région un peu ici de Gatineau. Puis, pour m'apercevoir qu'il y avait eu toutes sortes de travaux qui avaient été faits, mais sans nécessairement passer par le processus normal d'obtention de permis et tout le tralala. Alors, des fois, on se dit que est-ce que c'est 2 poids, 2 mesures? Alors, ils ont compensé, on a régularisé, tout est au beau fixe, mais l'obtention de permis, c'est extrêmement complexe à Gatineau. Mon permis d'affaires, on a acheté le bâtiment en 2015, je l'ai eu passé 2020. Tous les locataires du bâtiment ont eu leur permis d'affaires seulement en 2020. Il y a une quantité d'entrepreneurs en ce moment qui sont en opération sans permis d'affaires. Alors, puis ils sont en faute, entre guillemets. Mais là, s'il y avait eu, mais ils génèrent de l'économie, ils génèrent des emplois, ils créent des emplois. Absolument. Donc, voilà. Ouais. Mais moi, je pense que c'est la 10e fois que j'en parle, là, mais j'ai un terrain sur la rue Maine. On veut mettre un sixplex. On donne le mandat à BBL, une entreprise très reconnue dans la région, des professionnels. Puis ça va faire 3 ans qu'on attend juste le permis de construction. Mais on a une crise de logement. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à comprendre. Tu as une crise de logement, tu as des entrepreneurs qui veulent mettre des portes dans la région. Ouais. Puis on attend un permis d'affaires, permis de construction, pardon. Un permis de construction, ça va faire 3 ans. Moi, où est-ce que j'ai un problème avec ça, Marc, c'est si tu fais une erreur, ils te chargent. Tu sais, si tu t'arroses trop longtemps, tu laisses le lot ouvert pendant... Ils vont venir, pop, ils vont te donner un ticket. Si tu mets un logo sur une fenêtre sans un permis, pop, ils vont te donner une infraction. Mais moi, la perte de 3 ans que j'attends votre faute que vous n'êtes pas capable de me donner un permis de construction, c'est qui va me payer? Ouais. Ça, c'est mon problème. Ouais. J'ai pas de problème de respecter les règles. J'ai pas de problème de payer une infraction s'il y a eu une infraction. Exact. Mais il faut que ça soit balancé. Ouais. Puis à l'heure actuelle, ça n'est pas balancé. Sais-tu pourquoi? Parce que les personnes qui sont à l'intérieur, ils ne sont pas impactés. Mm-hmm. Leur salaire est payé à la fin de la semaine. Ils vont à la maison, ils ont l'argent qui rentre. Il n'y a pas de pénalité. Ils font ce qu'ils ont à faire. Construction de fait, pas important. Moi, je paye. Une vraie mentalité de fonctionnaire. Moi, je suis tout le temps payé. Ouais. Mais l'entrepreneur, de l'autre côté, qui veut apporter une solution à une problématique qu'on a dans notre communauté, puis Gatineau, on est affecté par le manque de logement, bien, lui, il a juste à payer. Depuis 3 ans que je ne collecte pas de loyer, j'ai payé les plans, je paye des taxes, je paye ci, je paye ça, mais je ne suis pas capable de rentabiliser mon projet. Ouais. Donc ça, c'est un supplément que ça va venir sur le fin du projet. Puis là, moi, je suis un seul entrepreneur qui parle d'un seul dossier. Mm-hmm. Là, imagine le nombre de dossiers qui existent. C'est clair. Puis, je pense qu'il y a comme un mythe à savoir que les entrepreneurs, ils ne veulent jamais respecter les règles, par exemple. C'est complètement faux. Je pense qu'il faut laisser le maximum de liberté à un entrepreneur pour le laisser, lui, dans sa créativité. Et le plus de liberté il va y avoir, il va créer le plus d'emplois et le plus de richesses dans notre communauté. C'est dans son ADN de faire ça. Fait qu'à chaque fois qu'on lui met des bâtons dans les roues, on freine ça. Maintenant,
on n'est pas en train de dire de laisser l'entrepreneur construire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. C'est pas ça, ou de créer n'importe quel type d'organisation sur le territoire. Mais une fois que les paramètres sont clairs, les paramètres sur le type de bâtiment, que ce soit la hauteur, la forme, l'architecture, bien, soyons clairs là-dessus et laissons l'entrepreneur le produire. C'est clair qu'il va le faire. Et là, ce qu'on fait, c'est que, pour une raison qui est encore bien obscure pour moi, comment est-ce que ça peut prendre 3 ans pour t'octroyer un permis de construction qui va générer des taxes bien plus élevées que les taxes que tu paies actuellement? C'est sûr. Alors ça, c'est une perte importante pour la ville. Alors, ce manque d'efficacité-là, ça coûte cher. Alors, à un moment donné, taxer, c'est des nouveaux revenus. Il y a une limite à ça. Au Québec, on est probablement la région la plus taxée et avec des infrastructures qui sont désuètes. On parle du système d'éducation, le système de santé, les routes, le niveau d'impôt. Alors là, à un moment donné, ça prend une meilleure gestion des finances publiques. Et ça doit se passer à la ville également. Alors, je serais curieux d'entendre les prétendants à la mairie là, de nous dire comment est-ce qu'eux seraient capables de couper 50 millions. Comment est-ce qu'ils vont faire? Moi, le vrai test, c'est ça. C'est pas de dire, bien, on va aller chercher tant de revenus avec une nouvelle taxe puis en ajouter sur les épaules de monsieur, madame, tout le monde et citoyens corporatifs également. Donc, l'idée d'une saine gestion publique et non simplement d'avoir un ton populaire, puis de rejoindre le maximum de personnes, puis se faire élire, ça prend une meilleure gestion des finances publiques à tous les paliers. Moi, je pense qu'il devrait tout simplement sous-traiter à l'industrie privée la gestion. Puis tu vas voir, moi je pense, dans pas long, là, tu vas juste voir des bâtisses monter partout dans la région. Possiblement. Moi, je pense que si le gouvernement, à tous les paliers, était géré comme une entreprise privée, je pense qu'on gagnerait. Absolument. Ça, c'est sûr. Ça, c'est officiel. Ouais. Qu'est-ce que ça devient? Comme je te dis, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur ni les employés, ni le gouvernement. Ouais. Comme il n'y a pas d'impact officiel direct, parce que tu peux le ressentir aujourd'hui. Ouais. Moi, je serais employé, là, puis tu me dirais demain, là, c'est pas sorti, ça, mais t'es out. Crois-moi que ça va être sorti, ce dossier-là. Ouais. Mais c'est ça que l'entrepreneur vit. Ouais. La vie d'un entrepreneur, nous, on a des contrats avec des organismes publics. On est très privilégiés d'avoir cette opportunité de travailler avec eux et leur offrir nos services. Mais la journée qu'on manque, ben, on se fait taper nos doigts. Donc, moi, je peux te garantir, s'il y a un véhicule il y a un besoin pour un véhicule pour le lendemain à 6 heures du matin, bien, s'il n'est pas prêt, moi, je sais qu'il y a des clients, qui ne seront pas servis. Avant tout, c'est l'usager qui est le plus important. Ouais. Puis 2, ben, la société de transport va mal paraître. Ton contrat, ton rémunération, l'impact est fort. Donc là, toi, tu vas descendre, tu vas dire à ton technicien, tu vas dire, guys, je sais qu'il est 17 heures, là, mais ça me prend le char demain matin. J'ai pas le choix. Quitte à que je te paye une prime, une bonnie, ou que tu le fais à cause que tu comprends le besoin de l'entreprise, mais je sais que le lendemain, à 5 heures du matin, ce véhicule-là va être prêt pour que le chauffeur peut embarquer et aller faire le service nécessaire. Le fait que moi, je sais que je peux sentir un impact direct, bien, je suis sûr d'avoir un véhicule le lendemain. Mm-hmm. Mais si tu me dirais, il n'y aura pas d'impact, là, ton contrat va être renouvelé, on ne dira pas un mot, c'est correct, tu n'as pas embarqué ces 3, on va même te les payer, parce que c'est ça qui arrive, hein, tu es quand même taxé, même si tu n'as pas le service qui vient avec. Donc, mais là, moi, je ne mettrai pas plus de pression sur mes techniciens pour réparer le véhicule, c'est plus important. Donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'il y a besoin d'être... le fonctionnaire doit être redevable aux citoyens. Je suis parfaitement en accord avec ça. Je veux dire, c'est pas simple. Hein? Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est des systèmes qui sont bien ancrés, il y a des conventions à respecter et tout. Je sais que c'est vraiment, vraiment pas simple. C'est probablement un domaine qui est appelé à se transformer, comme plein d'autres secteurs d'activité. Probablement comme le tien aussi, j'imagine que c'est toute la mobilité, je ne dirais pas si longtemps, puis même probablement encore aujourd'hui, les gens te voient comme une compagnie de taxi. Et moi qui te connais mieux, je vois très bien tout ton engagement à transformer cette industrie-là. Tu es impliqué partout. Comment ça s'est
traduit des dernières années, cette transformation-là? Puis qu'est-ce que tu vois qui s'en vient avec ça? Ben, pour moi, tu as raison, là, on est souvent connu à cause de nos véhicules rouges sur la route un peu partout dans la Ouais, région. Mais Taxi Loyal, c'est qu'une division du groupe Loyal. Et nous, au groupe Loyal, notre mission, c'est de propulser le progrès. OK. Pour propulser le progrès, c'est dans toute chose. Puis ça commence avec le transport. Donc, ton progrès doit être propulsé pour aller au travail. Bien, on va s'assurer qu'on t'amène au travail pour aller pour des soins médicaux, pour aller aux études. Nomme les raisons que tu peux avoir un besoin pour être transporté. Ça, c'est la raison pourquoi qu'on existe. Mhm. Mais je te dirais, dans les 5 dernières années, depuis 20, je dis souvent, c'était la CAQ qui a introduit la nouvelle loi 17 qui est venue en vigueur en octobre 2020. Puis ça a permis de complètement déréglementer l'industrie puis permettre à des joueurs de commencer à jouer. Donc, il n'y a pas longtemps, Loyal Taxi n'avait pas le droit d'être à Hull. OK. N'avait pas le droit d'être à Elmer, un peu comme le corps de police ou comme qu'on parlait tout à l'heure. Puis là, quand on a eu l'opportunité d'évoluer évoluer l'entreprise, faire de l'investissement dans nos applications mobiles, bien là, on a décidé que nous, on veut bâtir un écosystème de transport. Donc là, notre application mobile fait tout le transport rémunéré de personnes de point A au point B direct, mais c'est toute une technologie qui est développée par nous, avec des prix fixes, avec des abonnements, avec des rabais, avec des ci, des ça. La deuxième étape, c'était de créer le taxi partage. Donc là, c'est 2, 3, 4 citoyens qui s'en vont au centre-ville de Hull pour aller au travail le matin. On peut vous ramasser les 3, 4 en même temps, tout par l'application mobile. Donc ça nous a permis de raffiner, rendre plus efficaces nos véhicules, puis diminuer le nombre de véhicules sur la route. On va une étape plus loin où on va commencer à faire les connexions de ville. Donc là, on a un nouveau service qui va sortir dans les prochaines 2 semaines, où ce que tu peux prendre un voyage de Gatineau à Montréal Ouais. ou de Gatineau à Québec. Puis si tu veux être toute seule, tu payes un prime pour être toute seule. Puis si tu es pas contre l'idée d'embarquer avec 2 ou 3 ou 4 personnes, bien, ton transport va afficher sur l'application, puis quelqu'un peut juste dire, moi, je veux faire partie de ce ride à 8 heures du matin pour aller à Montréal. Donc là, on coupe la facture en 2, on Mhm. coupe en 3, on divise en 4. Donc ça, c'est une nouvelle façon qu'on veut transporter. C'est, payer 75 c'est pratiquement le même prix que payer les gros bus voyageurs, mais à la place de faire 3-4 heures pour arriver à Montréal, pour le même prix, tu vas arriver direct one shot. Ouais. Ouais. Donc, puis là, le micro-transport, etc. Donc, il y a beaucoup de nouveaux modes de transport qu'on rentre dans l'écosystème. Puis, le fait qu'on ait été déréglementé, ça nous a permis de se transformer en tant qu'entreprise. Puis là, aujourd'hui, le groupe Loyal, ben, on est au-dessus de 9 villes au Québec, on a nos applications mobiles, transporteurs de mobilité réduite, on est un fournisseur important des sociétés de transport à travers le Québec. Donc, on travaille avec la STO, Transcolline, la TAQUEL. Ouais. On a déjà travaillé avec la STS, l'Exo. Nomme-les, là, on les a toutes vues à date. On répartit de l'Abitibi, Rouyn-Noranda, à Tremblant, l'Outaouais, jusqu'à Sherbrooke et plus loin. Donc, ça, c'est un peu la transformation de notre entreprise. Ah, tu t'es bien inscrit dans cette transformation-là. Là. Tu es leader de ça, c'est clair. Historiquement, votre croissance, là, vous faites organiquement par acquisition, puis des années à venir, tu vois ça comment? Je te dirais, si tu veux aller vite, tu as besoin de faire des acquisitions. Ça, c'est. Donc, moi, personnellement, on a fait organiquement, en travaillant vraiment fort, cognant des portes, aller chercher des clients, investir beaucoup, beaucoup sur nos équipements, notre technologie, nos applications, toutes les affaires qu'on a mis, les intégrations d'API avec Ouais. plusieurs, les systèmes automatisés qu'on a créés. Donc, on a fait les premières années, on a mis beaucoup d'argent dans l'entreprise. Ça nous a permis de faire une croissance de, je te dirais, depuis que moi, j'ai commencé en 2011, quand j'étais le gérant d'une petite compagnie de taxi, puis je suis devenu PDG d'une entreprise de mobilité. On a fait à peu près un 20, 21, 22x de nos ventes.
la première journée que j'ai commencé en septembre 2011. Puis aujourd'hui, on est 22 fois plus grand que ce qu'on était à l'époque. Je suis très chanceux en passant. Là, j'ai eu l'opportunité de travailler avec mon père sur tous les niveaux. Mon père, il a ouvert une porte. Tu sais, moi, je dis souvent les running backs, puis tu as un quarterback. Puis le quarterback, c'est comme ton père qui te donne un pass du football. Puis là, le running back, il a le ball. Puis là, c'est à lui de rester, qu'on retourne où est-ce qu'on a commencé le snap, ou d'avancer un petit peu, ou de perdre, puis reculer. Ouais. Puis moi, je sais que juste le fait que où ce que mon père s'est mis, la position, qu'est-ce que ça a pris pour qu'il y arrive, ça lui a coûté très cher pour arriver là. Donc, quand il a mis la balle dans mes bras, moi, j'ai fait mon touchdown. Moi, j'ai couru, j'ai pas regardé en arrière. Ouais. Puis je l'ai tenu, ce football-là, là, comme si j'avais ma petite fille dans mes mains, puis il y avait, mettons, du lava partout à terre. Ouais. Parce que je pouvais pas fumbler cette balle-là, tu comprends? Donc, j'étais chanceux qu'il m'a fait confiance à jeune âge. Tu sais, il était jeune quand il m'a fait confiance. Tu avais quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 19 en septembre, en 2011. Là, j'ai 33. Ça fait quand même 15 ans que je suis dans l'entreprise. Avant, j'ai travaillé dans la restauration avec mon père et on a une entreprise immobilier commercial, résidentiel. Donc, j'ai toujours travaillé. Puis, tu sais, on n'a jamais arrêté. Là. Moi, c'est un peu comme toi, Marc, là, des 12, 14, 15, 16 heures. Ouais. Moins aujourd'hui, là, disons, c'est pas l'intention, c'est plus... moi, dans ma tête, j'ai encore 40 ans. Je suis fixé là dans ma tête, mais mon corps me rappelle souvent que c'est pas le cas. Ceci dit, c'est comme si les rôles étaient inversés un peu, parce que mon garçon est rentré à peu près 6 mois passés dans le cabinet de services financiers. OK. Et dans un esprit, évidemment, de relève éventuelle, dans une formule ou une autre. C'est encore très, très tôt. Là. On est vraiment au tout début. Mais ça m'amène à te demander, selon toi, comment est-ce que ton père vivait ça quand toi, tu sentais que tu avais le ballon dans les mains, tu ne voulais pas le laisser tomber? Tu le sentais comment, lui? Et c'est quoi la relation que vous avez ensemble? Là, si on laisse tomber les gardes un peu, là, c'est pas toujours simple. Parce que puis avant de répondre, je veux juste te dire ceci, c'est que moi, je m'adresse à mon fils dans le cabinet d'une manière que je ne me suis jamais adressé à personne d'autre. Il n'y a aucun conseiller ou aucun membre de mon équipe qui l'a eu aussi dur que lui. Des fois, je dois un peu prendre sur moi puis de dire, écoute, lui aussi, comme les autres, a besoin du temps et de prendre son envol à son rythme et ainsi de suite. Mais c'est parce que je comprends et je connais son potentiel. C'est probablement ça que ton père a vu en toi, la capacité de l'amener au bord de la ligne, ce ballon-là, peut-être, je ne sais pas. Ça prend du temps, Marc. Je te dirais, mon père, il m'a eu à 22 ans. Donc, on est comme des meilleurs amis. Jusqu'à aujourd'hui, là, mon père, il a 55 ans, j'ai 33 ans. Il n'y a pas une grande différence. C'est mon meilleur ami. Je pense que ça fait 4000 fois que je dis ça dernièrement, où ce que je dis, c'est mon mentor, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami, puis c'est mon boss. Il porte les 5 chapeaux, puis c'est un privilège d'avoir une relation avec ton père. Parce que moi, je dis toujours... C'est un privilège pour lui aussi, en passant. Parce que moi, qui est de l'autre côté... Tu le vois. J'ai tu le vois de l'autre, exactement le discours aussi. C'est un privilège de la vie incroyable d'avoir cette opportunité-là, mais il faut la protéger parce que ça peut venir nous hanter aussi. Ça peut venir miner la relation père-fils. Je te dis, ça a pris du temps pour que je comprenne une chose. Il n'y a pas un homme sur la planète Terre autre que ton père qui veut que tu gagnes. C'est clair. Il n'y en a pas un autre. Ton frère, il est jaloux de toi. Ton meilleur ami, il va être jaloux. Tu sais, tout le monde va avoir une petite réserve. C'est la nature humaine d'être compétitif. Mais ton père, c'est le seul homme qui veut que tu gagnes plus que lui. C'est le seul. Ça m'a pris du temps de comprendre ça.
Je te dirais, on a eu des années rough. Là, tu sais, dans le début 2011, 12, 13, 14, là, ça a rocké. Là, tu sais, on s'est poussé assez, là, puis on s'est crié après. Puis il y a des employés qui pensaient peut-être qu'on était un peu malade de la façon qu'on criait un après l'autre. Puis après ça, c'était une autre affaire. C'est devenu, il fallait que je lui convainque de mes idées. Ah, Dad, je devrais aller au CPCDT, faire partie du CA, puis aller à Trois-Rivières, puis aller à Drummondville, puis comme, ah, vous allez monter là-bas, gaspiller de l'argent d'hôtel, jaser, faire de la jasette. Mais ça a apporté des contrats, puis des idées, puis le transport, puis tada, Ça a fonctionné. Ça a beaucoup... Oui, puis là, la preuve, c'est dans Poutine, right? So, quand que ça a fonctionné la première fois, et là, la deuxième fois, c'était pas plus facile, mais au moins, j'avais quelque chose à lui dire. Ben, hey, j'ai fait ça, tu m'as dit non, ça a fonctionné. Tu me donnerais-tu une deuxième chance? Moi, je te dirais, c'est de. Moi, j'aurais voulu mon père qui y aurait un peu plus d'écoute. D'accord? Qui m'écoute un peu plus au début. Là, je te dirais, encore une fois, c'est une transition. Quand il a vu que j'ai arrêté d'être un peu. J'ai diminué mes émotions, puis je suis devenu plus factual dans mes décisions. Puis il a vu que j'utilise ce mot avec mon équipe, le mot care. Quand tu apprends à connaître qu'il care de ton bébé que tu as bâti, puis il devient jaloux comme toi pour son succès, bien là, c'est que tu es capable de commencer à prendre des pas vers des reculs. Ouais. Puis je te dirais, ça a pris. En 2020, la pandémie m'a beaucoup aidé. Puis je te remercie de me demander ça, puis me donner la chance de dire cette histoire-là. Puis ça fait du bien des fois. C'est comme c'est documenté à vie. Là. Mes filles peuvent l'entendre. Mais ça m'a. En 2011 jusqu'à 2020, j'ai tout fait pour que Loyal soit une entreprise sérieuse. Puis que ça monte, puis ça monte. Mais quand le COVID a frappé en 2020, puis tout a arrêté. Je me rappelle, j'avais quasiment des larmes dans mes yeux. Je ne savais pas comment on va tout remonter ça. Puis j'ai-tu l'énergie de le refaire encore? Ouais. Puis je pense que ce moment-là a permis mon père de voir que je m'ai tellement fait battu d'heures de travail, puis j'ai tellement souffert, comme lui aussi, que j'ai tout fait pour la remonter, cette entreprise-là. Puis quand je l'ai remontée, je l'ai remontée 100 fois plus fort, 100 fois plus grand, 100 fois plus reconnu, à cause que je ne pouvais pas laisser maintenant les années de mon père, plus les miennes maintenant, aller pour rien. Donc là, il y avait 2 fois plus. Donc, quand il a vu que je ne dormais plus, là, je te dis, je pense que ma femme me disait comme c'était rendu exagéré. Mais je ne dormais plus, là, je travaillais jour, soir, nuit, jour, soir, nuit. C'est une entreprise 24 sur 24, 7 sur 7. Mais j'ai tellement travaillé fort, puis c'était pour ça. Puis je dis souvent ça, je dis si j'aurais un décès demain matin, je voudrais que Jade devienne la PDG du groupe Loyal. Puis là, encore une fois, il me dit ton frère, tes enfants, pourquoi Jade? Je dis écoute, ce que Jade a souffert de ne pas me voir, puis de ne pas m'avoir alentour des enfants. Donc, elle va avoir encore un flambeau en dedans d'elle de dire moi, je ne laisserai pas toute cette souffrance-là qu'on a vécue en tant que couple ou de ne pas le voir ou pas aller voyager ensemble. Elle est pour rien. Donc là, c'est à mon tour de prendre le flambeau puis me battre encore plus fort pour lui. Ça, c'est une opinion que moi, j'ai. Puis moi, je sens que ça, c'est important. Puis si ton fils, il entend qu'est-ce que tu as fait, tu sais, l'affaire que tu vois sur les médias sociaux, « I built this brick by brick ». Mais s'il voit ton brick by brick, là, puis il voit là, qu'est-ce que ça a pris pour que tu arrives à ce stade-là, je pense que tu vas être... Je vois un paquet de liens, dans le sens que la relation que j'ai avec Marc-Antoine, mon fils, il y a beaucoup d'amitié là-dedans. Alors, il n'est pas rare que... Puis ses amis, je les considère mes potes aussi. Là. Alors, pas plus tard qu'hier, on était 8-9 dans la cuisine à la maison en train de prendre un verre. Eux c'était un pre-drink. Moi, c'était juste avant d'aller me coucher. 2 stades différents dans la vie. Exact. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup comme être humain. Tu sais, je le respecte. Puis évidemment, dans la relation père-fils, il y a beaucoup d'amour là-dedans, bien évidemment. Puis un cadeau de la vie que j'ai eu avec ça, c'est que le fils d'Anne-Marie, quand il est arrivé dans ma vie, il avait quoi, 10-11 ans,
Puis lui, le père n'est pas présent. Là. Dès qu'Anne-Marie tombe enceinte, le papa a levé les feutres. Et ma fille, qui habite Toronto, 3 personnes complètement différentes, plein d'amour, plein de respect. Et de les voir aller les 3, là, c'est le plus beau cadeau de la vie que j'ai pu avoir. Mais juste pour ramener ça plus à la relation d'affaires père-fils, ton père, là, s'il était devant moi, là, puis je lui demandais, parle-moi non, Alex, selon toi, il te dirait quoi? Puis s'il y avait quelque chose à dire, qu'est-ce qu'Alex pourrait améliorer? Qu'est-ce que tu penses qu'il répondrait? Ben, je suis sûr qu'aujourd'hui, ça a pris 30 ans de ma vie sur 33 pour avoir la confiance que j'ai aujourd'hui de lui. C'est rare qu'il... Mon père, c'est un old school man. Hein. Tough, très, très, très tough. Mais je voudrais rien autre que ça. Ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Mais tu sais, finalement, il dirait que je prendrais dans un pays. Ça, c'est qu'est-ce qu'il dirait. Il dit, je mettrais Alex dans un pays random, puis à $0, avec rien, puis je sais qu'il va monter. J'ai pas peur pour mon fils. Je sais que si je quitterais la vie, que Alex, il va être correct pour continuer sans moi, puis ça, c'est qu'est-ce qui est sa fierté aujourd'hui. Quelque chose d'amélioré, je suis pas patient, je suis très émotionnel des fois quand je deviens passionné, puis il veut que j'apprenne à devenir encore plus impartial dans mes décisions, moins émotionnel, plus de patience. Moi, ma plus grande faiblesse, c'est la patience. Moi, je veux là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai une idée, là. Tu me donnes une idée, je vais me lever, puis je m'en vais, je commence sur le téléphone, on va aller chercher toutes sortes, qu'est-ce que ça va prendre pour aller chercher. Plusieurs entrepreneurs aussi. C'est en plein ça. Je lui dis toujours à mon père, You made the beast that I am. Tu sais, je parle en anglais, parce que mon père, il parle plus en anglais. Mais tu sais, je dis, You can't tell me when you want me to be the beast and when I have to turn it on and off. You created this beast. Tu sais, en tout cas. Je suis pas un gros croyant qu'on change beaucoup comme individu, tu sais, la patience et tout. Je pense qu'en vieillissant, on apprend à mieux composer avec ça, à mieux accepter, à mieux travailler avec ça. Mais on ne change pas beaucoup. Tu sais, pendant des années, je menais une tonne de projets de front en même temps. Puis je me disais, là, quand ça c'est terminé, là, je prends ça relax et tout. Mais dès qu'il y a le moindre vide, je le remplis. Alors, je suis le coupable de ça, mais en même temps, c'est ça que je souhaite fondamentalement. C'est de même que je pense que je suis à mon meilleur. C'est de même que je suis le plus performant. C'est là que je suis le plus heureux à jongler un paquet d'affaires puis en étant occupé. Est-ce que c'est une impression d'avancer, de créer des choses, de faire une différence? Probablement, parce que ça a toujours été mon moteur à moi. Bien, ça m'apporte à te demander, Marc, c'est quoi un conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui pourrait être fort probable ton fils qui t'écoute en plus pour avoir un succès? Je pense que il n'y a pas d'organisation qui peut se développer avec les bonnes personnes dans les bons rôles en fonction de leurs propres attentes et leurs propres traits de personnalité. Je ne me souviens pas trop de l'exemple que tu donnais tantôt, là, mais j'y reviens dans un autre angle. Quand tu disais abattre les arbres, puis l'autre, il aiguisé sa hache, mais en même temps, ils ont fini au même moment. Donc, au même titre qu'il y a des gens qui, eux, faire un gâteau au chocolat, donne-leur la recette, ils vont suivre la recette sur un gâteau au chocolat extraordinaire. Puis il y en a d'autres à côté qui vont dire, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Un gâteau au chocolat? Parfait. Alors, ils vont s'organiser, puis à la fin, ils vont avoir pris des chemins différents, mais ils vont arriver au même endroit. Si tu prends la personne qui est plutôt créative, puis que tu la mets dans un rôle où elle doit suivre des commandes, puis un ordre spécifique, chronologique d'action, tu vas la tuer. Et ça, quand tu fais ça, tu nuis à ta propre organisation. Donc, moi, toutes les 3 entreprises que je t'ai nommées tantôt, c'est des environnements collaboratifs. Alors, dans le cabinet de services financiers, oui, l'équipe de travail interne, l'équipe de conseillers, ce sont des professionnels qui savent qu'est-ce qu'ils font et ainsi de suite. Donc, ça leur prend une liberté d'action, mais ça leur prend aussi une vision, puis où on s'en va. Alors, le conseil c'est la même chose pour Tango, évidemment. Un exemple que je pourrais donner, c'est qu'on est dans un exercice de planification stratégique. Là, je participe à ça. Et évidemment, Tango offre
un service de planification stratégique. Donc, la personne qui anime, c'est une membre de l'équipe de travail interne. Alors, elle a son chapeau de membre de l'équipe, puis son chapeau de consultante, si on peut dire. Et j'ai pu constater à même l'intérieur de l'organisation comment ça se passe chez nos clients. Ça me rend très, très fier, mais quand on participe à ça, puis que tu vois tous les talents, tous des professionnels, qui contribuent à la mission de l'entreprise, à établir des valeurs, à établir une vision d'impact, à établir un plan d'action, tout déployé avec plein d'intelligence, c'est ça qui me rend fier dans mon rôle chez Tango, de voir comment est-ce qu'Anne-Marie a pu déployer tout ça. Dans la restauration, il n'y a pas plus important que la cohésion, la synergie d'équipe entre, évidemment, les cuisiniers, le service, l'expérience client globale. Mais bref, le conseil que je pourrais donner, c'est classique, mais c'est vraiment vrai. C'est de s'entourer des meilleurs et surtout de mettre les bonnes personnes dans les bons rôles. Et quand les personnes sont dans les bons rôles, ça veut dire qu'ils sont valorisés, ils sont épanouis. Et c'est là qu'ils sont au meilleur d'eux-mêmes. Et au meilleur d'eux-mêmes, bien, ils contribuent à l'organisation. Puis c'est ces organisations-là qu'on voit prendre beaucoup d'ampleur. Alors, je suis convaincu que tu as des exemples comme ça dans ton entreprise, de gens qui soit n'étaient pas dans les bons postes au bon moment, ou au contraire, les bonnes personnes dans les bons postes, bien, tu n'as même pas besoin de casser la tête, c'est fiable, c'est efficace, et tu les amènes à un défi, une problématique, c'est solutionné rapidement. Et quand les gens, généralement, ne sont pas dans les bons rôles, c'est eux qui vont venir à toi avec les problèmes. Puis, ils n'arrivent pas avec des solutions. Ils viennent à toi pour que toi, tu leur donnes des solutions. C'est lourd, c'est difficile à porter, puis c'est comme un certain boulet à la croissance de l'entreprise. Donc, d'être bien entouré, puis faire confiance aux bonnes personnes. Exact. Ça, c'est quelque chose que tu crois qui peut avoir un impact assez important dans ton entreprise. J'en suis absolument convaincu. Et moi, ce que je peux dire, c'est que non seulement j'ai mes organisations, mais mes clients sont des gens d'affaires. Alors, puis on a une relation privilégiée avec eux, fait que j'entends les défis qu'ils ont à l'interne, puis toutes les façons dont ils s'y prennent pour solutionner ça, et ainsi de suite. Donc, ce que je réalise, c'est que souvent, les entreprises n'ont pas nécessairement de bons tableaux de bord, des bons indicateurs de performance. Et je pense que les entreprises qui sont gérées par des gens qui ont une formation en comptabilité, par exemple, fonctionnent super bien dès le départ parce qu'ils comprennent très bien comment fonctionne un état financier. Il y a plusieurs gens en affaires qui, après 15 ans d'affaires, ne comprennent pas encore leurs états financiers. Est-ce que c'est une nécessité? Pas nécessairement, à partir du moment où tu as des bons indicateurs de performance financiers pour te guider dans ta prise de décision, et ainsi de suite. Une distinction majeure, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution à tous. Dans mon industrie des services financiers, les revenus sont aléatoires. Alors, on est dans un mois, on peut, suite à une transaction, avoir de très gros revenus. Quand tu es dans une entreprise qui vend des heures, par exemple, comme chez Tango notamment, ou des services professionnels, bien, si tu ne monitores pas tes résultats, puis qu'à un moment donné, tu t'aperçois trop tard, tu n'as pas de possibilité de faire un grand coup. Alors là, pour remonter, c'est une stratégie de volume. Donc, il faut que tu attendes beaucoup plus longtemps avant de revenir au point mort. Alors, les indicateurs de performance, les tableaux de bord, c'est un must pour toute personne en affaires, peu importe le secteur d'activité. Parce que dans ce type d'industrie-là, tu ne peux pas shelfer du temps manqué. Non, exact. J'ai dit ça à mon père il y a peut-être 8 ans. En 2017, on avait une situation, je me rappelle exactement. Puis je dis, puis il me parlait, il dit, Alex, tu dois être dans l'industrie des ventes puis d'échanges. Parce qu'il dit, si tu ne vends pas les souliers aujourd'hui, tu les mets sur le shelf, tu les revends demain, tu peux aller chercher ton profit. Tu n'as rien perdu. Ouais. Puis là, j'ai dit à mon père, oui, j'ai dit, notre problème dans notre entreprise, c'est qu'on vend du temps. Donc, si aujourd'hui, je ne t'ai pas loué le temps de ce véhicule-là, je ne peux plus le relouer. Non. Hier est parti. Exact. Donc, 100% d'accord avec ce que tu dis. Je vais te demander un autre. Pire décision que tu as faite en tant qu'entrepreneur, puis qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Ouais. C'est parce qu'on s'entend, être entrepreneur, c'est pas tout le temps des fleurs. Non, c'est ça. des échecs, puis de Ouais. l'apprentissage. Ouais. Donc, j'aimerais ça entendre ça de toi. J'ai pas, je continue de penser pendant que je te réponds, là, mais j'ai pas d'exemple super précis. La raison, c'est que je suis pas beaucoup dans le regret.
plus dans l'apprentissage. Donc, cet apprentissage-là, est-ce que c'est un mauvais move? Peut-être qu'on pourrait le voir comme étant un mauvais move, une mauvaise transaction, une mauvaise idée. Mais essentiellement, je vois toujours l'apprentissage que j'ai pu faire de ça. Il y a toujours un take-away dans peu importe la situation. Puis je pense que dans mon parcours global, j'ai été très chanceux. On peut dire qu'on fait notre chance et tout, là, mais globalement, des fois, il arrive des trucs à des gens que c'est pas le fun, des problèmes de santé, par exemple, des choses comme ça. On n'a pas toujours le contrôle là-dessus. Mais j'ai été particulièrement chanceux, je pense, dans mon parcours. Il y a des décisions que je pourrais te répondre à l'inverse avec une bonne transaction qu'on a faite. On a fait l'acquisition d'une entreprise à Montréal en 2010. Et cette entreprise-là était détenue par 2 actuaires, un qui est justement devenu malade, puis décédé malheureusement aujourd'hui. Et on avait fait notre due diligence en long et en large. C'est une transaction à l'époque qui était importante pour nous. Puis on s'étirait un peu financièrement. Et on a engagé divers consultants. Et tous les consultants étaient unanimes à l'effet de ne pas faire cette transaction-là. Et on l'a fait quand même. T'es-tu bonne idée ou pas? C'est sûr que les autres faisaient l'analyse de l'entreprise en tant que telle. Nous, on voyait l'entreprise dans la globalité des autres comme effet levier. Et ça a porté fruit d'ailleurs quand on a acheté l'entreprise. Il y avait une condition, il y avait un employé clé là-dedans qu'il fallait qu'elle reste. Puis une fois le deal signé, une semaine après, elle a remis sa démission. Puis elle est allée chez un compétiteur. Alors, je sais que ta question était, c'était quoi la mauvaise décision? Mais ça aurait pu l'être. Mais on a fait le nécessaire pour faire en sorte que ça marche, cette affaire-là. Et c'était probablement un des plus beaux deals qu'on a fait à travers les années, parce qu'on a plus que doublé les actifs. Puis il y avait toute la gestion à distance aussi, c'était compliqué. Mais on avait les bons joueurs au bon moment. Et quand tu as une équipe de travail, puis tout va bien, c'est pas là qu'elle compte, l'équipe. Tant mieux si tout va bien. La véritable valeur de l'équipe, c'est quand ça va moins bien, quand il y a des pépins, quand il y a des défis. Là, on voit de quel bois se chauffent les membres de cette équipe-là. Notamment ma partenaire, que j'ai encore des trucs en immobilier avec elle, Lise Trahan, que je pense que tu connais. Lise a pris ça sur ses épaules. C'était plus son département à elle, c'était des avantages sociaux et tout ça. À toutes les semaines, 3 jours par semaine, pendant 18 mois, à monter à Montréal. Disons que l'hôtel Brossard, juste au bord du pont Champlain, on était un excellent client de cet hôtel-là pendant quelques années. Mais bref, je pense que le propre d'un entrepreneur, c'est d'avoir un mindset où tu vas faire ce que l'entreprise a besoin qu'il soit fait pour que ça réussisse. Si, au moindre coup de vent, tu t'écrases un peu ou tu commences à penser « Ouf, c'était peut-être pas une bonne idée », non, c'est un red flag, disons, est-ce que je me lance en affaires ou pas? Souvent, quand je parle aux plus jeunes, je vais leur dire, est-ce que vous avez un côté rebelle? Est-ce que quand vous faites dire non, comment vous réagissez? Est-ce que c'est, OK, je comprends. Ou vous essayez une autre manière pour obtenir le oui, pour obtenir ce que vous voulez. T'sais. Alors ça, c'est super important en affaires parce que ça prend cette couenne-là, ce caractère-là pour passer à travers les tempêtes. Je te dis, je suis 100% d'accord avec toi, à cause que je peux te garantir qu'à l'école secondaire, il n'y a pas un enseignante ou enseignant qui m'a connu, que si tu les rencontres pas aujourd'hui, presque 15-17 ans après, ils vont te dire que je connais très bien Alex Risk à cause que je prenais pas non pour jamais comme une réponse. Puis tu sais, il y a une chose que je dis, comme j'ai beaucoup apprécié de ce que tu as dit, c'est souvent on dépend aussi de nos équipes puis notre entourage. Puis tu as dit ça va bien, tu sais, la vie continue, tout va bien. Quand ça va mal, par exemple, c'est là où tu vois qui est dans ton entourage, puis si c'est les bonnes personnes. Exactement. Puis souvent, je réalise que le monde, je reviens encore à ce mot-là, redevable, ils ne sont pas redevables. Puis quand ils sont, ils gagnent, puis quand ils ne sont pas, ils vont perdre. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est comme, ben j'ai manqué un chiffre de travail.
comme un employé bien basic, il va dire « Ah, ben, je m'excuse, j'ai manqué un shift aujourd'hui. » Non, non. Excuse-moi, je viens de manquer, j'ai fait une erreur. Est-ce que tu as besoin de moi ou qu'est-ce que je peux faire pour aider? Lance-moi quelque part. Ça te montre que tu étais redevable à ton propre erreur. Je peux te faire confiance encore une deuxième fois. Exact. Ça, pour moi, c'est important dans les entreprises. Marc, je vais te demander une dernière. Euh, pourquoi, dans tes mots, c'est important, tout ce qui est les services d'assurance? Est-ce que c'est quelqu'un qui, comme moi, qui dit « Ah, je suis encore trop jeune, pas besoin d'assurance de vie, pas besoin de ci, tu sais, au niveau... » C'est quoi la stratégie? Pourquoi que tu Ouais. penses que c'est important? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme une recommandation? Il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, comme moi, qui n'arrive pas à saisir, exemple, la valeur, parce qu'il n'a pas connu l'industrie. Je te disais, je ne connaissais pas l'industrie. Pourquoi que ce serait important? Oui. Bien, en fait, l'erreur qu'on pense souvent, c'est qu'on s'arrête au produit qui est une finalité. On parle d'assurance. L'assurance ou une autre, c'est juste une solution parmi tant d'autres. C'est pas ça qui est important. L'important en affaires ou comme personne, bien, on est dans un esprit de planification, d'analyse, que ce soit sur notre budget personnel. On s'en va où avec ça? C'est quoi les risques? On veut quoi? Alors, deux personnes qui sont complètement identiques peuvent souhaiter des choses complètement différentes. Alors, l'important, c'est d'être accompagné professionnellement dans nos décisions financières, que ce soit une base personnelle ou d'affaires. Puis ces décisions financières-là, on ne parle pas juste de décisions courantes là, sur le cash flow et ainsi de suite, ce n'est pas nécessairement là. Mais si tu es en affaires, c'est parce qu'il y a un esprit d'enrichissement. Donc, une entreprise qui n'a pas d'expectative de profit, ce n'est pas une entreprise. Alors, il faut être clair là. Alors, ce profit-là, on fait quoi avec? On a l'intention de faire quoi avec? Et chaque cas est bon. Si un conseiller propose sans écouter les intentions de l'individu ou de son client, ça ne marche pas, là. Ouais. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas te répondre sur pourquoi c'est important tel produit. Ce qui est important, c'est d'être accompagné, puis d'être accompagné le plus efficacement possible d'un point de vue fiscal, d'un point de vue quels sont les mécanismes qui vont faire en sorte que tu vas rejoindre tes objectifs. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir transmettre l'entreprise à l'intérieur, donc il y a une relève interne. Il y en a d'autres qui vont la construire pour la vendre, cette entreprise-là. Il y en a d'autres qui vont vouloir maximiser leur patrimoine puis en léguer au maximum à plusieurs générations futures. Puis il y en a d'autres qui ont dit, ben écoute, moi, je n'ai pas eu d'aide dans la vie, puis tout ça, puis je pense que le meilleur service que je peux faire à mes enfants, c'est de faire en sorte qu'ils s'organisent eux-mêmes. On n'est pas là pour juger. L'idée, on est là pour aider les clients à atteindre ces objectifs-là, peu importe quels qu'ils soient. Il y a une tonne d'informations qui se passent en ligne. On ouvre notre Facebook, puis il y a des millionnaires, des jeunes millionnaires qui nous proposent des nouvelles façons de faire et ainsi de suite. Peut-être que tu vas me voir comme quelqu'un de traditionnel, mais pour moi, ça prend une idée, ça prend de l'intelligence et ça prend surtout beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps de travail, réfléchir puis mettre beaucoup d'huile de bras, comme on dit. Et je ne connais pas d'entreprises qui ont connu du succès sans passer par ces éléments-là. Les fly-by-night, comme on peut dire, là, des success stories ça peut inspirer les jeunes, mais je pense que ça ne les guide pas dans la bonne direction. Mm-hmm. Ça les guide vers la facilité. Et c'est pas, malheureusement, en affaires, c'est pas toujours facile. Oui, mais je dis souvent, le chemin que l'entrepreneur prend, c'est toujours un chemin très difficile. Puis encore, tu as dit tout à l'heure, c'est d'être capable de prendre des décisions against the drain, là, comme on dit. Ouais. C'est jamais facile, je te dirais. Mais pour moi, c'est ça qui m'excite le plus en tant qu'entrepreneur. Ouais. Les problèmes existent. Les entrepreneurs existent pour trouver des solutions aux problèmes. Mais l'entrepreneur, il aime être dans le problème jusqu'à temps qu'il trouve cette solution-là pour, comme tu as dit aussi, de remplir un autre problème, puis continuer, puis continuer, puis continuer. Prendre des risques, c'est quelque chose de très important. Nous, on est dans une situation où on essaie de faire une acquisition. On sait qu'est-ce que ça vaut. Mais j'ai dit à mon concurrent, j'ai dit, soit tu me le vends pour qu'est-ce que ça vaut, ou je dépense le même volume d'argent pour aller chercher ta business. Ouais. J'ai dit, tu as deux choix. Soit toi, tu le prends,
ou les consommateurs vont le prendre, mais toi, tu vas finir que moi c'est incontournable. Mais c'est un risque parce que je vais dépenser énormément d'argent pour quelque chose que peut-être ça va fonctionner, peut-être ça ne fonctionnera pas. Ouais. Puis encore, c'est comme tout le monde dans mon entourage maintenant me dit Ah, Alex, peut-être tu Ouais. devrais prendre un recul. Puis je suis comme mon gut feeling là, me dit que c'est le bon move, Ouais. puis je dois le faire, je dois sauter. C'est deux niveaux d'énergie, on s'entend. Parce que si tu fais une acquisition, tu es dans une énergie d'amalgamer les organisations, Mhm. de travailler sur la performance globale, et ainsi de suite. Puis que là, tu es en train de rassembler une équipe autour de ce projet d'acquisition-là. Acquisition, qui dit acquisition, ça ne vient pas toujours. Il y a des défis associés à ça également, là. Puis si tu t'en vas un peu en guerre, entre guillemets, au lieu de faire. C'est un autre mindset, c'est une autre énergie. Alors, peu importe c'est quoi tu décides, c'est ta décision à toi. À partir du moment que tu la prends, tu l'assumes, ça convient. Ouais. Ça ne veut pas dire que cette décision-là, une autre personne à côté de toi prendrait la même. Mais en autant que ce soit la tienne, tu y crois, mais tu ne vas pas la défendre aussi longtemps que tu veux. Oui, absolument. En tout cas, Marc, je voulais juste te dire, je suis très reconnaissant du temps que tu as pris aujourd'hui, d'être ici, d'inspirer. Moi, personnellement, à chaque fois qu'on prend du temps pour jaser ensemble, j'apprécie énormément le temps et l'énergie que tu donnes. Euh, je t'ai connu par Anne-Marie, mais je suis très, très content qu'on s'est connus à cause que tu as une vision qui est similaire que la mienne, mais en même temps qui est différente. Puis j'aime cet aspect parce que moi, je suis quelqu'un qui croit que tu peux jamais arrêter d'apprendre. Puis j'apprends beaucoup. Puis je pense que les jeunes entrepreneurs ou même les entrepreneurs que ça fait multiples générations qui sont là gagneraient à t'écouter. Puis c'est vraiment un privilège C'est bien de gentil. t'avoir ici Mais je aujourd'hui. te retourne l'appareil, Alex, parce que je tire beaucoup d'inspiration et d'énergie à discuter avec toi. Tu sais, ton niveau, justement, d'énergie, d'ambition, comme tu n'arrêtes jamais, là. Et ça, ça me rappelle mes vieilles années, si je peux dire. Et ça me manque un peu, ce niveau d'énergie-là. À un moment donné, je frappe un mur. Puis, j'oublie aussi. Des fois, on a tendance à... Là, ça fait quelques années que je contemple un certain rêve, là, si je peux dire, un environnement personnel, professionnel qui se chevauche. Ou mon idée, c'est 2 mois dans le sable, donc un environnement où je travaille à distance, mais que je suis dans un environnement chaud, dans le sable. Ouais. 2 mois dans le bois, donc puis 2 mois dans le sable, j'ai déjà acheté quelque chose, là, ça marche. Je suis en projet de construction pour un chalet, donc 2 mois dans le bois, 2 mois dans une grande ville et le reste du temps ici à Gatineau. Fait qu'il me reste un spot à trouver dans une grande ville. Fait que si jamais il y a un courtier immobilier qui a un bon deal, il pourra communiquer avec moi. Ben, c'est vraiment Puis, intéressant ce que tu dis, parce que c'est comme tout le monde rêve d'arriver à être capable de trouver une certaine balance de leurs besoins personnels. mais ça va vite, la vie, dans le sens que moi, pour ça, tu sais, dans mon mindset que je suis figé à 40 ans, là, c'était pour plus tard, ces affaires-là. Mais dans les dernières années, j'ai eu quelques événements dans mes clients, dans les amis, des gens qui ont décédé subitement, des gens qui sont devenus malades. Ça a tout chamboulé. Et bon, moi, je le prends pour moi, ça peut agir comme conseil aussi, mais demain, c'est maintenant. Et il ne faut pas attendre trop tard pour réaliser nos rêves. Des fois, on regarde loin puis on imagine, ah, ça va être comme ça tantôt. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais maintenant pour que ça arrive? Et ça m'a choqué, ça m'a bousculé, ça m'a forcé à agir. Puis c'est un événement malheureux là, dans mon environnement. D'ailleurs, 2 semaines passées, j'ai un conseiller qui est décédé suite à un arrêt cardiaque, 51 ans. C'est encore une preuve que la vie est fragile. Donc, il faut apprécier le parcours, il faut apprécier les gens qui nous entourent, nos familles, pas trop s'user dans ce passage-là, mais dans l'ambition, l'énergie que ça, je trouve quelque chose de très, très sain là-dedans, à partir du moment qu'on reste dans un certain équilibre. Oui, mais moi je dis toujours, le temps, c'est l'affaire le plus chère sur la planète Terre. Tu peux pas le rembourser, tu peux Tellement. pas le Ah retourner. ouais. Tu peux pas dire, ah, ben j'ai passé 3 mois à faire quelque chose, ça fonctionne pas, je vais prendre ça à sa garantie, puis je vais retourner en arrière. Ouais. Tu peux rien faire. Donc, j'adore ce que tu viens de dire pour conclure. Là. C'est pas demain, c'est maintenant. Exact. Puis,
c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Alex. C'est très d'avoir passé du temps avec nous. Ça me fait plaisir, Alex. Et là, je crois que tu aimerais que j'invite quelqu'un. Oui. Écoute, la première personne qui me vient en tête, c'est Denis Ouellet. Alors, Denis, on se parlait juste avant que je commence le podcast. Tu vas peut-être m'haïr pour t'inviter ici, mais tu sais tout comme moi que tu vas être excellent dans un podcast comme celui-là. Probablement, tu vas sortir de ta zone de confort comme moi, mais ton histoire est vraiment intéressante, puis je serai le premier à écouter ce podcast-là. Fait que le défi est lancé, mon chum.